Bien, chers collègues, on va le faire à l'ancienne. Je vais déclarer ouvert ce conseil municipal d'avant-été et je vais proposer Antoine Leny comme secrétaire de séance. Il est là ? Oui, pour faire l'appel. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, bonsoir. Monsieur Philippe Buisson. Présent. Madame Laurence Roued. Présent. Monsieur Jean-Philippe Le Gall. Présent. Madame Agnès Séjourné. Présent. Monsieur Jean-Louis Arcaraz. Présent. Monsieur Christophe Luc Robin. Présent. Madame Sandy Chauveau. Présent. Monsieur Thierry Marty. Présent. Madame Marie-Sophie Bernado. Présent. Monsieur Denis Sierdet. Présent. Madame Julie Dumont. Présent. Monsieur Régis Grelot. Présent. Monsieur Baptiste Rousseau. Madame Gaby Hopper, excusée, a donné pouvoir à Laurence Roued. Monsieur Laurent Kermabon. Présent. Madame Marie-Noël Lavie. Madame Monique Julien. Présent. Monsieur Jean-François Lestrade. Madame Esther Schreiber. Monsieur Michel Galland. Présent. Madame Karine Beruel. Présent. Monsieur Bilal Aloul. Madame Sabine Agoun. Monsieur Daniel Beaufils. Madame Bénédicte Guichon. Présent. Madame Juliette Heurtebis. Monsieur Antoine Leny présent, Madame Edwige Nondedeux excusée, Monsieur Christophe Dardenne, Monsieur Gonzague Malherbe excusé, donne pouvoir à Marie-Antoinette Dallet, Madame Marie-Antoinette Dallet, Monsieur Christophe Gigot, Madame Laurence Garot, Madame Emmanuelle Mérite excusée et Monsieur Pierre Prunis. Voilà, Monsieur le maire. Merci, mes chers collègues. Bien, avant de débuter ce conseil, je souhaite à nouveau avoir un moment d'hommage en mémoire de Clément Fayat, disparu, vous le savez, dimanche dernier. Oui, ce Corrézien devenu Libournais, ce capitaine d'industrie parti de rien comme simple apprenti maçon dans les traces de son père, a su construire un groupe de BTP le hissant à la 4e place mondiale. C'est ce parcours, cet homme que l'on avait honoré de son vivant, cet homme qui s'était engagé à bien des égards pour la ville de Libourne. Il avait eu même cette tentation de nous rejoindre, en tout cas de rejoindre les tables de ce conseil au début des années 90. Il avait présidé également la Chambre de commerce et d'industrie de Libourne, et c'est cet homme-là que nous avions honoré ensemble en 2017 en lui donnant de son vivant le nom de l'avenue qui porte désormais son nom, au droit de là où tout avait commencé. Le siège et la maison familiale d'une part, et aujourd'hui le siège de Fayat TP. Je voudrais également associer le conseil municipal et plus largement la ville de Libourne, à l'émotion suscitée par la disparition accidentelle, cette fois, de cette nuit, de l'adjudant Frédéric Couder, sapeur-pompier à la caserne de Libourne. Il était pacsé, père de 3 enfants. Il est décédé cette nuit d'un accident de la route à Saint-Denis-de-Pile, alors même qu'il se rendait sur son lieu de travail, à savoir la caserne des pompiers. Je voudrais, en votre nom, à sa famille, à ses collègues, eh bien, présenter nos plus sincères condoléances, et à la fois pour Clément Fayat et pour Frédéric Couder, vous demander 1 minute de silence. Je vous remercie. Alors, l'ordre du jour appelle la communication des décisions. Est-ce qu'il y a des questions, des précisions à apporter? Non. Nous avions sur l'ordre du jour une délibération visant le jumelage, un projet de jumelage avec la commune italienne de Montechiaro-Gulo. Je vous propose de reporter cette délibération en l'absence de Gaby Hopper. Il n'y a pas d'urgence. Il y en avait une.
il n'y a plus d'urgence, parce qu'on imaginait signer avec le maire de Montechiaro-Goulot ce jumelage début septembre. Ça a été reporté, donc je vous propose tout simplement que Gaby Hopper porte cette ambition et que nous ayons ce débat au prochain conseil municipal. Madame la première adjointe, mise à jour du tableau des effectifs. Oui, monsieur le maire, chers collègues, alors des mouvements importants sur cette mise à jour, mais c'est normal parce que c'est là que nous plaçons le résultat du travail que l'on a mené sur la carrière des agents avec l'équipe de direction et les organisations syndicales. Pardon, en suivant les lignes directrices de gestion. Donc il y a les promotions internes et les avancements de grade des agents, 4 promotions internes et 37 agents en avancement de grade proposés pour l'année 2022, et c'est pour ça que vous avez une liste assez conséquente. Et puis dans la première partie, ce sont les évolutions de poste du conservatoire de musique, où comme chaque année, on réoriente le nombre d'heures d'intervention en fonction des instruments. Voilà. Pas de questions, pas d'opposition, adopté. Vous prenez la parole pour 2 délibérations que vous présentez ensemble ou pas? Non, oui, service commun, direction RH et puis communication. Je les présente d'autant plus ensemble qu'elles ont un lien par rapport à une évolution voilà, de poste. Donc vous le savez, ce sont des services communs, donc les délibérations sont prises à la communauté d'agglomération du Libournais, mais nous, la ville de Libourne, on doit proposer ici la modification, un avenant à cette convention service commun, donc sur les ressources humaines et sur le service communication. Pour les ressources humaines, c'est une modification de l'organigramme, mais qui était prévue. On s'est adapté au fur et à mesure de l'évolution des départs en retraite des agents, donc on a reformaté certains postes et on a maintenant organisé un service commun RH tel qu'on avait pu l'imaginer en préfiguration il y a quelques années au fur et à mesure des départs, et vous signalez l'effort que l'on fait sur un conseiller prévention, mais j'avais déjà pu en parler en conseil municipal, et vous dire que l'on supprime un poste de responsable de la communication et de la documentation interne dans cet organigramme. Et puis, conjointement, l'avenant au service commun de la direction de la communication, où on vient renforcer le service communication en utilisant le support de poste que nous supprimons sur le service RH en matière de communication interne pour créer un poste au sein du service communication. Il y a quand même une logique que tout le monde pourra comprendre, en s'adaptant aux besoins, et donc on crée un poste de chargé de communication graphiste, voilà, à temps plein, sur ce support de poste qui est transféré pour s'adapter aux besoins et aux évolutions de la communication. Et il y a également la proposition de création d'un poste en apprentissage, chargé de communication numérique, là aussi en apprentissage. Et évidemment, vous l'avez compris, on s'adapte en internalisant plus encore des compétences de graphisme et des compétences en matière numérique. Oui, je vous en prie. Oui, merci Monsieur le maire. Je voulais savoir au niveau du service communication, donc regroupé mairie et Cali, quel est l'effectif à ce jour? Vous devez l'avoir dans la délibération. Il y a, alors ce sont des agents en service commun, hein. Donc il y a directeur de la communication, poste de chargé de communication, il y a un webmaster graphiste et un webmaster community manager. Et donc on vient renforcer avec le poste de chargé de communication graphiste, qui est, je vous disais, un transfert hein, quelque part du service RH où il y avait la com interne, et il y aura la proposition de créer un apprentissage. Voilà. Donc on passe de 4 à 5 plus un apprenti. Je pense objectivement que ça doit être le plus petit service de communication de la Gironde et même de Nouvelle-Aquitaine sur des tailles de villes comparables. Et en plus, là, c'est ville, agglo, CCAS. Là, je vous invite à nous comparer avec ce qui se fait ailleurs. Vous verrez, on fait un travail incroyable. Je veux d'ailleurs rendre hommage notamment à la directrice de la communication et à son équipe. On fait un travail incroyable avec de très faibles effectifs. Avec votre accord, merci Laurence. Monsieur l'adjoint au sport, subvention aux associations sportives, la première partie.
Oui, merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Première partie des subventions sportives sur l'année 2022-2023, c'est la partie la plus simple puisqu'on verse 50% du montant du coût de fonctionnement sur l'année sportive. Et ensuite, le second versement aura lieu sur les critères et qui sont établis par l'ensemble des clubs sur l'Observatoire des sports et qui seront en réflexion justement de dépoussiérage et d'une amélioration de ces critères. Merci. Oui, pas de participation au vote de Régis Grelot. Il n'y a pas d'autres personnes engagées dans des structures adoptées. Merci. Vous gardez la parole pour une demande de subvention pour le sport sur ordonnance. Oui, mes chers collègues, la ville de Libourne a engagé un dispositif, ce qu'on appelle le sport sur ordonnance, depuis 2018. Forte de cette initiative et dans l'objectif de continuer à développer le sport santé, le sport surtout sur notre territoire, nous avons candidaté d'ailleurs avec succès à l'appel du projet national des maisons de santé, de sport santé, et dont nous avons obtenu le label en 2020, qui sommes la première commune de Gironde. Aujourd'hui, la maison du sport santé pilotée par donc, le service des sports continue de faire évoluer le dispositif sport sur ordonnance avec une convention qui a été signée avec l'hôpital de Libourne ainsi qu'une trentaine de médecins généralistes de la ville. Actuellement, plus de 210 bénéficiaires ont été reçus et 120 sont encore en activité. Une éducatrice d'ailleurs APS ainsi que 14 animateurs ont été formés auprès de l'Eformite pour pouvoir recevoir ces patients, ainsi que 7 clubs sportifs qui ont aussi formé leurs éducateurs pour proposer des activités, 14 animations sur prescription médicale. Et je rappelle que le sport sur ordonnance, c'est une prescription médicale qui est faite par le médecin et ensuite qui est donc adressée sur le service des sports. Dans le cadre d'ailleurs du contrat local de la santé, une réflexion est menée sur l'extension d'un tel dispositif, mais c'est en premier lieu à l'échelle de la CALI que nous voudrions que ce déploiement pourrait être envisagé. En complément du dispositif sport sur ordonnance, la maison du sport santé œuvre pour la promotion de l'activité physique pour tous et plusieurs animations ont lieu auprès de la population libournaise, que ce soit sur les jeunes scolarisés, les CP et CM2, sur les quartiers de Libourne, des animations de gym santé tous les lundis, sur les adolescents des quartiers sur la natation, sur la mise à disposition d'installations sportives en accès libre, que ce soit les terrains synthétiques, le gymnase mammaire tous les dimanches, ou les frontons, la pelote basque, ainsi que des équipements sportifs d'accès libre tels que le parcours de santé et le parcours de renforcement musculaire. Aujourd'hui, la ville de Libourne porte un peu plus de 75% du coût de la maison de santé. Les 25% restent et proviennent des subventions de l'ARS, de l'appel à projet du ministère chargé des sports pour les maisons de santé, ainsi qu'à moindre mesure du département et de la région. C'est pour cela que cette délibération a pour objectif de continuer de nouvelles recherches de partenariat. Aujourd'hui, nous avons des pistes auprès des mutuelles, notamment. En effet, plusieurs mutuelles se sont engagées dans le remboursement de l'adhésion à un club sportif ou toute autre structure qui propose du sport santé. L'évolution du dispositif sport santé depuis sa création en 2018 et le développement de la maison du sport santé, qui a obtenu donc ce label, a eu des subventions par l'Agence régionale de la santé et le ministère des Sports. Il s'agit donc d'autoriser Monsieur le maire à solliciter ces financements afin d'améliorer l'accueil des publics dans des activités sport santé, sport sur ordonnance et d'accompagner ce développement sur la ville de Libourne. Merci. Pas d'opposition. Adopté. Présentez les deux délibérations suivantes. Oui. Convention cadre avec la région et le département. Oui, deux délibérations, une pour le département, une pour la région, c'est convention cadre, sur les utilisations des équipements sportifs qui sont sur les installations des lycées ainsi que des collèges, des conventions qui sont en même temps les mises à disposition des structures sportives sur la ville. Et lorsque la scolarité est arrêtée, les collèges et les lycées mettent à disposition les structures sportives pour la ville de Libourne et les clubs qui peuvent en bénéficier. Même vote.
Merci, Jean-Louis. Monsieur l'adjoint à la culture, Christophe Luc, Robin, attribution de subventions à certaines associations culturelles, cette fois. Monsieur le maire, chers collègues, merci. Associations culturelles, 3 subventions sont proposées à votre vote pour l'attribution de subventions. Fais-moi danser en Libournais, dont le nom vous dit l'objet. C'est un soutien à leur 7e festival d'été. L'association Le Linc, dont l'objet, pour ceux qui ne le sauraient pas, est la découverte des richesses du patrimoine des eaux douces et la sensibilisation aux usages responsables. Donc eux, ils font dans l'été un salon dans sa 2e édition, avec d'ailleurs une partie de leurs travaux à destination de publics jeunes, pour justement expliquer du point de vue scientifique, citoyen, etc., des choses qui tournent sur le thème de l'eau au quotidien. Et la 3e subvention ira, si vous la votez, à Culture et Compagnie dans le cadre du partenariat de la fête de la Confluence. Merci. Pas d'opposition, pas d'objection. Adopté. Prenez la parole pour les votes de mécénat et de partenariat dans le cadre de Festar. Écoutez, c'est tout simple. Nous vous sollicitons, nous vous demandons de bien vouloir voter donc, des conventions qui permettront, le cas échéant, donc c'est l'argent que des mécènes nous fourniront. Il y en a 9 dans cette délibération, peut-être que je peux les citer. Il le mérite bien, hein. Transdev, Urbain Libournais, la Maïf, Locamil Clovis Location, Biocop, DITEP Rive Droite, l'Institut Etchepar, Fayat TP, Conseil des vins de Fronsac et Suez, voilà, qui nous soutiennent dans le festival de Festar. Merci. Une convention de partenariat avec le collège Marguerite Duras. Oui, donc là, il existe donc des classes à horaires aménagés musicales, qu'on par abréviation on appelle CHAM, qui donc permettent, en complément de la formation scolaire générale, comme on vous l'indique la délibération, d'avoir une formation spécifique. Et bien pour cela, naturellement, cela se fait avec notre conservateur de musique, et pour faire cela, qui est une très bonne chose, il nous faut une convention de partenariat entre la ville et le collège Marguerite Duras. C'est ce que je vous demande de bien vouloir voter. Avec votre accord ? Merci. Puisqu'on parle du collège Marguerite Duras, juste quelques mots. Notre collègue Malherbe souhaitait déposer une motion. Bon, cette motion ne respecte pas le règlement intérieur, dans la mesure où elle n'est pas portée par un tiers des membres du Conseil sur la menace de fermeture de classe au collège Marguerite Duras, et plus largement sur le climat qui règne sur un collège. Ce n'est pas de compétence communale, c'est pas de compétence d'État, hein. Les murs sont de compétence départementale, mais sûrement pas la formation. Un collège qui néanmoins, il est vrai, appelle notre attention, nos interrogations sur des résultats qui étaient jusqu'à l'année dernière, on verra ce qu'ils sont pour cette année puisqu'on ne les a pas encore relativement dégradés, et puis sur une gouvernance qui pose question. En tout cas, attendu la motion de notre collègue pour, à plusieurs reprises, recevoir les parents d'élèves et les enseignants, pour recevoir également la directrice académique, la DAZEN, c'était il y a environ 3 semaines, et pour lui écrire, saisir d'ailleurs, y compris l'ancien député qui correspond à peu près au nouveau, pour considérer que ce collège Marguerite Duras avait besoin de moyens supplémentaires et sûrement pas de fermeture de classe. Nous avons reçu d'ailleurs à chaque fois eu de ces réunions en présence de Thierry Marty. Je vais peut-être lui donner la parole, mais en tout cas, ce que nous avions obtenu, c'était même avant l'opération Collège Mort. Enfin, moi, je n'ai pas voulu m'y associer parce qu'on était dans un temps de challenge politique et je ne souhaitais pas m'intégrer là-dedans, mais on avait déjà obtenu la réouverture d'un poste d'assistante sociale sur ce collège qui le mérite. Ce que je souhaite également, c'est que, je le redis, on ait une gouvernance et donc une direction qui accepte
de s'inscrire dans l'écriture d'un projet d'établissement que la DAZEN semble prête à accompagner. Et peut-être sur les fermetures et ouvertures de classe, je vais laisser Thierry Marty prendre la parole, puisqu'il a des éléments plus frais qui datent du cabinet de la DAZEN de ce matin. Merci, monsieur le maire. Oui, donc, je vous rejoins sur le fait que du côté de la ville, il y a un travail déjà, il y a plusieurs mois qui avait été engagé sur la question de ce collège et dans l'intérêt des élèves, qu'on avait décidé ensemble de créer une structure d'accompagnement à la scolarité pour 24 collégiens issus de Marguerite Duras, que cette structure a vu le jour en tout début d'année, que les élèves en ont tiré bénéfice. D'ailleurs, on a une réunion bilan avec le collège demain. Comme vient de le dire Christophe Luc-Robin, aussi sur le champ de la culture, on a un soutien intéressant pour le collège. Concernant la mobilisation des parents, des enseignants, pour le maintien notamment de la classe de 4e, c'est quelque chose maintenant qui est gravé. Notamment grâce au dynamisme du maire, au fait qu'il y ait eu le courrier, qu'il y ait eu l'accueil de la DAZEN dans nos murs. Je pense que ça a vraiment permis de lui donner de nouveaux éléments. Le député a travaillé aussi de son côté dans le même objectif. Et c'est vrai que quand l'ensemble des élus, des parents, des enseignants vont dans le même sens, on voit que les résultats sont là. J'ai eu les parents, les enseignants au téléphone aujourd'hui, mais qui étaient satisfaits, qui étaient soulagés par rapport aux conditions d'enseignement pour l'année prochaine, dans l'intérêt de tous les gamins de ce collège. Donc il reste du travail à faire, tous les acteurs se mobilisent, et on va dire la bouffée d'air frais qui est donnée au collège, puisqu'il y a quand même une baisse d'effectifs qui est avérée. En tout cas, cette bouffée d'air frais doit permettre l'année prochaine d'avancer concrètement sur l'attractivité du collège. Il y a des actions qui ont été menées, notamment à l'école de l'Épinette. Il y a des enseignants qui sont allés expliquer ce qui était fait, en particulier au collège Marguerite Duras, parce que c'est un collège qui a une offre éducative qui est intéressante. C'est un des rares collèges où il y a par exemple le dispositif bilingue allemand. On peut apprendre ça. Comme l'a dit Christophe Luc-Robin, il y a un effort particulier sur l'aspect musique, orchestre, donc au niveau culture, au niveau langue et au niveau sport, avec des sections particulières. Donc un collège qui a des atouts, des enseignants, on l'a vu avec monsieur le maire, qui ont vraiment envie de s'investir pour ce collège, et des parents particulièrement motivés. Merci. Oui, monsieur Gigot. Oui, merci monsieur le maire. Donc je profite de cette motion, entre guillemets, illégale que vous avez notifiée. Étant donné l'état du règlement intérieur d'aujourd'hui, où finalement une motion ne peut être déposée que par le tiers des membres du Conseil, ne pensez-vous pas qu'il serait judicieux qu'il évolue, ce règlement intérieur, puisqu'au final, jamais l'opposition ne pourra déposer de motion. On est bien d'accord à ce jour. Donc je pense que vous qui avez défendu durant les différentes campagnes communales la démocratie participative, je pense que c'est un manque, c'est pas de votre fait, hein, mais je pense que ça serait l'occasion justement de le faire évoluer pour laisser l'opportunité à l'opposition de pouvoir aussi inscrire à l'ordre du jour différents éléments que l'on aurait souhaité. Merci. Bien. Alors, je ne sais pas ce que vous n'avez pas compris dans ce qu'on vient de faire. J'ai dit que formellement, ça ne pouvait pas être une motion, parce que le règlement intérieur, que vous avez dû voter d'ailleurs, ne prévoit pas, s'il faut re-questionner le règlement intérieur, re-questionnons-le. Mais en tout cas, vous avez vu que alors même que c'est un sujet qui émane d'un groupe d'opposition, qui ne concerne en rien la compétence municipale, j'en assume un débat. Mais je n'ai pas compris ce que vous pensiez du collège Marguerite Duras, par contre.
Ah oui, d'accord. Donc, vous êtes en train de dire que vous auriez pu dire, bah, écoutez, franchement, monsieur le maire, ça, c'est pas compatible avec le règlement intérieur, mais vous assumez un débat dont acte, bravo, bien joué. Non, là, vous faites un blabla sur le règlement intérieur qui n'est pas le sujet, et auquel cas... mais en revanche, sur la motion, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, sur Marguerite Duras, vous n'avez rien à dire. Bon, on en est là. Si vous n'avez rien à dire sur Marguerite Duras, dites rien, parce que moi, j'ai ouvert un débat sur Marguerite Duras tel que le souhaitait d'ailleurs notre collègue, absent, mais excusé. Voilà. Bon, donc vous pourriez saluer, parce qu'en dehors des clous du règlement intérieur, bien, donc si vous voulez... Non, on ne va pas au bout, parce que vous faites de la démagogie, vous faites un effet de manche, mais qui est absurde. J'assume un débat que j'aurais pu refuser, je l'assume et vous le contestez. Bon, est-ce que vous avez quelque chose à dire aux Libournais sur Marguerite Duras? Si c'est non, on passe à autre chose. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire sur Marguerite Duras? L'ordre du jour ne prévoit pas le règlement intérieur, pardon. C'est quand même pas... Voilà, l'ordre du jour ne prévoit pas le règlement intérieur. Si vous voulez, bien. Ben, oui, c'en est un beau moment de démocratie sur un débat que, en principe, je n'accepte pas sur des compétences qui ne sont pas communales, sinon on va intégrer dans cet hémicycle des sujets... voilà, c'est comme à la région, hein, vous avez un conseil sur les affaires régionales qui dure 3 heures et puis 3 jours sur les affaires de la marche du monde, parce que peut-être que la région est faite de beaucoup de personnes frustrées de ne plus être ou de ne pas être au Parlement, et je pense pas à toi. Moi non. Bon, mais là, j'ai assumé un débat. De même que, je vous rappelle quand même que l'interpellation citoyenne prévue en fin de conseil, nous sommes, je pense, l'une des rares collectivités à le faire. Donc, en termes de démocratie participative, voyez-vous... Mais les oppositions, on est bien sur un débat voulu par l'opposition et accepté par la majorité. Est-ce que vous avez un sujet là-dessus? Parce que sinon... Ça veut juste dire que... Bien. Non, c'est pas, mais pas du tout, pas du tout. Bon, écoutez, vous dites n'importe quoi, c'est pas grave, c'est pas l'ordre du jour, je vous donne pas la parole. Non, ça m'agace pas du tout, vous êtes ridicule. Vous êtes ridicule. Ben si, mais c'est dommage que ce soit pas retransmis. Voilà, et ça on n'y est pour rien par contre. Je voulais vous le dire quand même, hein, parce que c'est pas la peine de faire des effets de manche, il n'y a pas Internet. Voilà, je vous en prie madame. Je vous en prie madame. Vous allez parler, mais avec un micro. Monsieur Malherbe n'est pas là, donc je prends la parole pour lui. Justement, en considérant le problème de Marguerite Duras, cette délibération, il y en a rien à dire. C'est en effet une très bonne chose de pouvoir mettre à disposition à tous nos collégiens des formations musicales spécifiques qui participent aussi à l'épanouissement de nos enfants. Mais comme vous l'avez bien spécifié dans cette délibération, cette formation vient en complément d'une formation générale qui doit être le socle sanctuarisé de l'enseignement à transmettre à nos enfants. Nous avions proposé dans ce sens une motion de soutien au collège Marguerite Duras qui se voulait consensuelle et qui avait vocation à rassembler l'ensemble du conseil municipal, opposition et majorité incluse. Nous l'avions soumise à votre cabinet. Les motions ne pourront être mises aux voix que si elles sont portées soit par un tiers des membres du conseil, soit par le maire, car nous pensions que dans l'esprit d'unité que vous prenez régulièrement en conseil, vous seriez capable de passer à l'acte en acceptant une proposition de l'opposition. Force est de constater que malheureusement, il n'en est rien. Et c'est assez regrettable car, une fois encore, cette proposition allait simplement dans le sens de l'intérêt général des collégiens, de nos enfants. Simplement dans le sens, encore, voilà, l'intérêt général des collégiens, de nos enfants. Et je le crois, répondait à une attente des parents d'élèves comme du corps professoral. Dont acte, cette motion ne sera pas mise aux voix. Nous voterons pour notre part favorablement cette délibération, en insistant néanmoins sur l'importance de préserver la qualité de nos services publics que sont les écoles, les collèges, les lycées du territoire libournais, qui sont un facteur indispensable à la vitalité de notre collectivité. Mais, vous voyez, la politique fait comme ça, c'est insupportable. Parce que vous n'avez pas du tout écouté ce que l'on a dit. Hein. J'ai dit que sans justement la motion, moi j'ai reçu 2 fois les parents d'élèves, 2 fois les enseignants, j'ai reçu la DAZEN, j'ai écrit au ministre, j'ai écrit au député, ce qui est marqué dans la motion. J'ai obtenu des résultats aujourd'hui. J'ai pas besoin, c'est la différence. C'est vraiment une différence de style. Je vous le dis, si vous voulez devenir majoritaire un jour dans cette assemblée, je m'y opposerai. Mais
y a un moment où la démocratie peut-être vous donnera raison. Mais la différence de style, c'est ceux qui font de la politique à l'ancienne, qui blablatent, et ceux qui, objectivement, disent « c'est pas parce que ça vient de vous que le problème n'existe pas. On l'a traité depuis un mois, on a les résultats escomptés. J'ai dit il y avait probablement encore à être rassuré sur bien des domaines, mais que nous avions obtenu des moyens supplémentaires parce qu'on était allé les chercher. Voilà, vous pourriez vous en réjouir, c'est tout, point barre. Parce que sinon, moi, ici, ou à la Cali, vous voulez que je fasse chier la députée Diaz sur l'état du collège de Guîtres, dont on a beaucoup à dire, ou vous voulez aussi, à la Cali, qu'on ait une motion sur le collège d'Arvers, qui m'inquiète aussi grandement, et qui concerne sinon des habitants de Libourne, quoique, mais en tout cas du Libournais. Bon, on ne va pas passer son temps à ça. Je ne vais pas dire, tiens, le collège de Guîtres, hein, Madame Diaz, qu'est-ce que vous avez fait? Vous ne faites rien. Non, c'est pas ça le sujet. Et vous avez raison qu'il faut interpeller Florent Boudier, le parlementaire. Ça a été fait, et on a travaillé ensemble. Et peut-être qu'il a obtenu des moyens. En tout cas, ce qu'on me dit, c'est que ça vient de notre intervention à nous. Vous voyez? Bon, voilà. Faites pas de la politique à l'ancienne. Sincèrement, parce que c'est complètement absurde, quoi. Vous pourriez prendre la parole pour dire, ah bon, ben écoutez, oui, on avait déposé une motion, on ne savait pas que vous aviez reçu, on ne savait pas que vous aviez obtenu des moyens. Bon, finalement, ce que vous avez fait correspond à la motion. Non, tac, terminé, il n'y a plus de sujet. Bon, non, je vous remercie. Adopter la délibération, adopter. Oui, c'est comme ça. Et parce que l'ordre du jour ne prévoyez pas ça. Ça fait 10 minutes qu'on en parle. Et vous, en revanche, chers collègues, je parle vous, pas vous, madame, je n'ai toujours pas entendu un sujet sur Marguerite Duras. Bien, donc maintenant, c'est fort clos. La parole est à Jean-Philippe Le Gall pour un débat là complètement municipal. De présentation de l'aménagement de la place Saint-Jean. Je vais associer, si vous en êtes d'accord, et donc ça demandera une suspension de séance de manière formelle, Vincent Roger, que je salue, d'Atelier Ville et Paysage, puisqu'ils vont nous présenter l'aboutissement d'une longue période de concertation sur l'aménagement de la place Saint-Jean. Merci, monsieur le maire, mes chers collègues. Alors, je ne vais pas revenir sur les éléments du projet urbain, sinon pour dire que ce projet s'inscrit dans notre logique de reconquête des espaces publics emblématiques de notre ville, des espaces qui font partie de notre histoire et de notre identité, et qui, par leurs caractéristiques, sont des lieux de vie et ce que je vais appeler d'intensité urbaine et sociale, et on en a eu une belle démonstration, cher Régis Grelot, sur les quais il y a 10 jours. Et quand on pense à notre histoire, notre patrimoine, c'est difficile de passer à côté de notre église et de sa place. Et ce d'autant que nous menons, sous la férule de Christophe-Luc Robin, un programme ambitieux de rénovation et de réhabilitation de l'église. Christophe-Luc pourra peut-être, l'évoquera je crois d'ailleurs tout à l'heure à l'occasion d'une délibération. Et donc en septembre dernier, nous avons lancé le projet, avec une logique de co-construction collective d'abord avec les élus, et j'associe tout le conseil, mais plus particulièrement à la fois Christophe-Luc Robin sur l'église, Julie Dumont sur la partie concertation, et tu nous feras un petit topo sur tout ce qui a été fait. Laurent Carmabon pour ce qui est en train de se passer en ce moment, parce que tu travailles sur les organes vitaux de la ville, donc ce qui est en dessous. J'associe également Jean-François Lestrade sur la partie patrimoine, mise en récit de la mémoire du lieu, et c'est un sujet qui nous est important, et j'espère n'oublier personne, même si ça reste un projet parfaitement collectif. Vous dire que nous avions, dans cette logique de dialogue avec les citoyens, donc qui a été engagé en septembre, souligné un certain nombre d'enjeux. Le premier, c'était un enjeu d'esthétique urbaine et de mise en valeur de l'église, bien sûr, du patrimoine, mais notamment, par exemple, à travers le parvis de l'église, qui est un lieu dont on perçoit tout le potentiel, et
dont on perçoit aujourd'hui toute l'absence d'ambition. Donc l'objectif, c'est de réparer ça. Un enjeu de mise en valeur du patrimoine végétal. On a la chance, on parle de végétalisation de la ville, là on a la chance d'avoir 19 ormes qui ont été plantés juste après la tempête, et donc on a déjà le produit fini, j'allais dire. Simplement, ces arbres, ils rafraîchissent des véhicules, des voitures à 100%, et donc on a cet enjeu de végétalisation qui va d'ailleurs au-delà de la simple présence des arbres. On a un enjeu de déplacement doux et de mobilité piétonne et de mise en cohérence des itinéraires et des déplacements piétons dans le centre-ville. Quand vous passez rue Jules Simon et que vous voyez les lycéens arriver, vous voyez bien la problématique à laquelle nous sommes confrontés. On a un enjeu de maintien et de fonctionnement des activités économiques. Il y en a, et notamment beaucoup de professions libérales sur la place. Et puis on a un enjeu historique, c'est une place, je l'ai dit, qui accueille une église, mais c'est aussi, Christophe Luc Robin ou Jean-François Lestrade en parleraient beaucoup mieux que moi, un cimetière. C'était un cimetière de Libourne, et d'ailleurs des fouilles ont été menées, un certain nombre de sépultures ont été découvertes. C'est donc une place qui est une place habitée, qui est une place travaillée, qui est une place étudiée, et elle doit le demeurer dans un écrin qui soit un peu plus conforme aux enjeux d'aujourd'hui. Vous voyez bien ce dont je parle, et de demain. Donc la présentation de ce soir, qui va être faite par Vincent Roger, qui est notre architecte, paysagiste, urbaniste, de ce projet, a pour objectif de valider le parti pris d'aménagement qui est le produit de tout ce processus, dans lequel la concertation avec les habitants sous différentes formes a été particulièrement fructueuse et permet, je crois, de construire un projet très ambitieux et qui permet d'atteindre l'ensemble des objectifs que nous avions fixés. Donc je te passe la parole, Julie, pour préciser le dialogue que nous avons engagé. Merci, chers collègues. Effectivement, une concertation qui a été particulièrement riche, relativement longue et fournie, avec plus de 300 participants, essentiellement des gens particulièrement concernés par le projet, puisque riverains ou employés sur la place, ou encore paroissiens. Donc tous ont pu travailler à la fois sur des réunions publiques assez larges et des présentations qui leur étaient dédiées, mais aussi sur des ateliers ciblés, notamment avec le foyer de la Miséricorde, avec le lycée Montesquieu, avec les paroissiens, et également avec les acteurs économiques qui travaillent autour de cette place. Et comme vous l'avez signalé, effectivement, des sujets, des attentes des habitants comme la végétalisation, la convivialité, l'accessibilité à tous les publics, notamment en situation de handicap, des inquiétudes aussi qui se sont exprimées et qui ont donné lieu à des études encore plus abouties, notamment sur les besoins en stationnement. Voilà une étude menée auprès des acteurs économiques pour vraiment analyser le besoin et offrir la meilleure réponse. Voilà donc des scénarios qui ont permis au cabinet d'études de travailler des projets et qui ont été présentés le 30 juin dernier aux habitants et qui étaient relativement partagés, donc entre guillemets, qui laissaient la place libre effectivement à nos décisions. Il y a toujours la place libre à nos décisions. La parole est à Vincent Roger, c'est ça Oui, à Vincent Roger, en saluant Bilal Aloul également, qui participe à ce projet au titre de ses délégations sur la voirie. Merci. Merci. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Donc Vincent Roger, effectivement, je suis paysagiste concepteur, mandataire d'un groupement composé de 4 sociétés, Aegis pour la partie ingénierie réseau, Quartier Lumière pour la partie lumière, et Monsieur Dodman, qui est un architecte du patrimoine, qui a déjà un marché sur l'opération, puisqu'il s'occupe, lui, de la rénovation de l'église. Et donc, nous, on s'occupe de la place. Alors, cette place, elle est très intéressante parce que on peut dire que c'est une pépite, on peut dire que c'est un bijou à l'échelle de la Bastide. Et donc, comme vous l'avez rappelé, l'enjeu de cet aménagement, c'est pas d'en faire une place musée, c'est d'en faire une place vivante,
mais en trouvant un nouveau partage de l'espace public beaucoup plus équitable, c'est-à-dire de faire reculer un peu les voitures, développer de la nature en ville, développer des parcours piétons et surtout, le plus important, faire un aménagement qui soit agréable et normatif, c'est-à-dire des trottoirs confortables, des niveaux qui soient agréables, des bordures continues. Sur ce plan, qui est un plan vue d'avion, c'est un plan qui permet de comprendre un peu la répartition des usages. Donc l'église autocentre, et c'est un projet qui a une espèce d'évidence. Vous voyez, il n'y a pas de forme courbe. Pourquoi? Parce qu'en fait, le bâti, le site d'inscription de l'église dicte quelque part la réponse. Il y a d'abord une première idée qui est de développer un parvis. Vous voyez, la partie qui est en rose, c'est un grand parvis qui va se développer. Un parvis, vous savez ce que c'est plutôt quelque chose qui a une vocation piétonne, qui permet d'accueillir des événements. Donc, première idée, développer un parvis qui peut mettre en relation le parvis de l'église, le parvis du lycée Montesquieu également. La deuxième partie du projet, c'est la partie que nous pouvons voir en violet foncé. Là, c'est un sujet qui est intéressant parce que c'est là que ça va changer en profondeur l'image de cette place. Pourquoi? Parce que cette surface-là, c'est la surface aujourd'hui, moi, comme je définis comme étant l'équerre plantée. C'est à cet endroit-là où on a les 19 ornes. Et j'en ai parlé ce matin dans le copie. Le problème de ces ornes, c'est qu'ils sont assez agressés par le stationnement. Et donc, dans le projet, on va proposer de supprimer une partie du stationnement, notamment le stationnement qui est aujourd'hui le long de la rue Lamotte, notamment ces stationnements qui viennent comme ça trop près des arbres. Le troisième espace, c'est l'espace de voirie. Voilà, c'est un espace assez simple, la rue Lamotte qui va être recalibrée avec une voirie en sens unique et puis du stationnement de proximité. La rue Sabatier également, avec du stationnement de proximité. Et puis le dernier espace, c'est une rue aujourd'hui qui n'a pas de nom, on l'appelle la rue Saint-Jean. C'est une rue qui est au nord, qui est un peu plus petite, et qui permet aujourd'hui d'être requalifiée dans son traitement dans une voirie un peu apaisée avec une partie du stationnement. On vous propose deux plans masse. Le premier plan, c'est donc la traduction paysagère et urbaine du schéma que je vous ai présenté précédemment. Et il y a un premier plan où les arbres n'apparaissent pas pour bien comprendre en fait la lecture de l'espace. Parce que dans une assemblée comme celle-ci, c'est très important que tout le monde comprenne, puisqu'il faut choisir un projet quelque part, de bien comprendre le projet. Donc vous voyez que c'est un projet où il y a d'abord quelque chose qui est particulier, c'est qu'on fait un traitement de façade à façade. Il n'y a pas l'idée en fait de s'arrêter quelque part, on va aller jusqu'aux façades de manière à requalifier en profondeur l'espace public. Donc si je reprends un peu le tour de l'église avec ce plan-là, ça permet de comprendre un peu la traduction spatiale en termes de paysage et d'urbanisme du schéma. Donc vous voyez que le parvis, c'est un espace plutôt dégagé, avec un élément singulier, c'est la plantation d'un deuxième arbre pour être en symétrie de l'arbre existant. Donc l'idée, c'est de cadrer les choses. Il y a l'idée de développer un tapis urbain en face du beffroi, en face du clocher. Donc un espace, plutôt un espace de représentation qui permet d'avoir un peu de recul et un espace qui est dégagé du stationnement. Le seul stationnement qu'on va retrouver, c'est le stationnement qui va être du côté de la rue Jules Simon, qui va avoir un léger décroché pour accueillir un trottoir suffisamment large et également quelques places longitudinales, places qui ne seront pas dédiées mais qui correspondent bien aussi à la rive de cette place où il y a des professions de santé. Le deuxième espace, c'est donc l'espace qui se trouve sur la partie sud de l'aménagement. Et ce qu'on voit apparaître dans le projet, c'est d'abord une grande banquette végétale. Vous voyez, la grande banquette végétale, c'est la banquette en fait qui accueille aujourd'hui les arbres. Donc l'idée, c'est de mettre à distance les piétons et de faire en sorte que ces arbres puissent être mis dans un environnement agréable. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une seule strate sur ce paysage. Il n'y a que la strate des arbres. Alors c'est déjà pas mal parce que ça refroidit la ville, etc. Mais vous savez que dans la nature, il y a deux strates supplémentaires. La strate arbustive, les arbustes qui montent jusqu'à 2 mètres, et la strate herbacée. L'idée, c'est aussi d'introduire ces deux strates dans le projet pour apporter de la richesse, pas à l'échelle d'un avion sur le plan masse, à l'échelle du piéton. Donc cette grande banquette, elle a du sens parce qu'elle va mettre à distance la circulation de la rue Lamotte en créant les conditions de développement des arbres. Sur cette partie aussi, il y a la volonté de créer un jardin. Vous voyez l'espace qui est un peu plus vert foncé, qui est contre l'église, ça va être un jardin qui va être traité dans l'esprit d'un jardin de curé. Donc tout cet espace ici, c'est un espace qui va avoir vocation piétonne dans une idée de parcours piéton, de halte, avec des éléments de mobilier, avec des éléments de végétation. Quand on arrive sur l'arrière de l'église, il y a de nouveau un accompagnement végétal qui permet de mettre à distance les usages par rapport au bord du bâtiment, et on va retrouver des zones de stationnement en épi pour desservir finalement et faire en sorte qu'on soit sur une place quand même avec une vocation économique par rapport à ses besoins d'usage. Et puis en refermant le projet sur donc cette rue dont il faudra trouver un nom à un moment ou à un autre, on va dire la rue qui est au nord de l'aménagement, et ben voilà, c'est une rue qui va être traitée dans une logique un peu apaisée avec effectivement un sens de circulation et quelques places de stationnement.
Voilà la présentation synthétique de ce projet-là, sans les arbres. Maintenant, je vais vous mettre les arbres. Donc avec les arbres, ça ne change pas grand-chose. Il y a simplement des ombres portées, mais ça permet de comprendre que c'est un projet en fait qui s'insère avec beaucoup de douceur. C'est-à-dire c'est un projet où en fait on va faire reculer un peu les voitures, mais surtout ce qu'on va gagner en fait c'est un travail de trait d'union. On va reconstituer un lien entre le patrimoine bâti, les façades, et on va faire en sorte que le sol, surtout le projet d'espace public, en fait il dialogue. C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça qu'on va travailler avec de la pierre naturelle, certainement on va travailler avec des matériaux assez nobles. En fait on est dans l'esprit tout simplement de la Bastide. On n'est pas là ici pour faire un projet très particulier, on est là plutôt pour respecter le patrimoine et s'insérer avec une espèce d'intimité dans ce lieu qui a déjà une vraie richesse. Donc il y a quelques vues qui permettent un peu de comprendre. Alors il faut mettre un peu des bémols sur ces vues-là parce qu'on est dans une phase qui est une phase d'esquisse. Il reste encore beaucoup de phases avant d'arriver à la phase travaux, donc il y a encore du développement de projet. Mais ça permet quand même de spatialiser, et pour ceux qui ne comprennent pas trop les plans, ça permet de se projeter. Donc la première vue en haut à gauche, c'est une vue qui permet de montrer un peu l'esprit plutôt piéton de cette grande promenade avec cette idée de jardin de curé. Les éléments de petits murets que nous pouvons voir, c'est des éléments qui sont surtout des éléments techniques. Parce qu'il faut savoir qu'avec tout le patrimoine existant sur ce secteur, en fait, on a très peu de couverture. Donc, on ne va pas pouvoir faire de trous. Pour faire simple, on ne peut pas faire de trous. Donc, on va venir en épaisseur. Si on fait des trous, on tombe sur des fouilles et puis sur des vestiges. Donc, on va travailler en épaisseur. Et plutôt que de faire une épaisseur pas trop intéressante, on va dire que cette épaisseur, elle nous permet de mettre des assises, des bancs, des endroits assez agréables. Voilà pour cette première image. La seconde image en haut à droite, elle permet de montrer le carrefour entre la rue Jules Simon et puis la rue Lamotte. Et puis ce qu'on voit, on voit apparaître une première idée de parvis sur la gauche assez dégagée. Et puis la banquette végétale dont je vous avais parlé, qui va permettre d'introduire cette notion en fait de masse arbustive et puis de masse de plantes vivaces au pied en fait de ces 19 ornes. La vue qui est en bas à gauche, c'est une vue qui permet de montrer le traitement de la rue Sabatier, donc avec du stationnement longitudinal côté trottoir, avec un trottoir qui va être calibré à 1,60 m, puis une voie de circulation en sens unique, puis un système en fait de stationnement en épi avec le recul qui est nécessaire. Et puis la dernière vue, c'est une vue qui permet de montrer un traitement pour l'instant un peu dur de la rue Jules Simon, notamment avec ce qu'on peut voir à droite, c'est l'entrée, c'est le parvis du lycée Montesquieu, et donc avec une voirie qui va être dans l'esprit aussi des rues que vous avez déjà aménagées, avec en fait une partie centrale et puis des trottoirs qui sont aux normes. On voit bien que c'est des images qui sont encore un peu raides, et donc on reviendra vous voir certainement si vous m'invitez pour la présentation de l'avant-projet qui devrait se faire au mois d'octobre, où le projet sera beaucoup plus fin dans son traitement. Mais en tout cas, aujourd'hui, sur les grands principes, vous avez tous les éléments pour le comprendre. Et puis la dernière vue, si vous voulez bien, c'est une vue qui permet de montrer le parvis. Donc là, on a le lycée Montesquieu dans le dos, et en fait, on voit un peu l'aménagement. Donc on voit ce traitement-là de façade à façade, on imagine des matériaux de qualité. Là encore, on va réinventer, on va rien réinventer, on va partir sur des matériaux qui sont déjà dans la Bastide, parce que l'idée, c'est de créer, en fait, de trabouler, presque d'avoir un parcours dans la Bastide de place en place, et donc il ne s'agit pas de faire des places complètement différentes. Donc on s'inscrit dans la continuité. Et puis ce projet aussi qui est quand même la volonté de développer dans la mesure du possible un peu plus de végétal, parce que cette perce est encore un peu raide. Et puis le dernier élément, il faut savoir que ce projet il s'est construit à peu près sur 6 mois avec beaucoup d'échanges, on en a parlé dans la concertation, mais pas que. C'est aussi un projet qui est soumis en fait à l'avis des architectes du bâtiment de France, et donc on le fait également avec eux. C'est un projet en fait qui aujourd'hui est totalement consensuel dans sa manière d'être appréhendé, parce qu'il tient surtout compte des avis un peu de tout le monde pour essayer de faire un projet, quelque part un projet collectif. Voilà pour cette présentation. Merci beaucoup. Donc, ce projet, il s'inscrit, on va y venir dans un instant, aussi dans la réhabilitation du patrimoine qu'est l'église, remontage de la flèche, réhabilitation de l'ensemble de l'église extérieure, puis réhabilitation de l'ensemble de l'église intérieure dans quelques années. Donc c'est un projet d'ensemble auquel d'ailleurs il faut associer notre collègue qui s'occupe, vice-président en charge de l'assainissement, aussi un projet environnemental, puis si les travaux qui sont en cours aujourd'hui sont des travaux d'assainissement et de mise en conformité, vous le savez, de la Bastide à la loi sur l'eau. Mais restons sur ce débat qui ne sera pas sanctionné par une délibération, mais ce débat sur la présentation donc, de la place Saint-Jean avec les arbitrages qui ont été rendus et qui sont
le fruit, je le salue à mon tour, d'une belle collaboration avec les Libournais et tous les partenaires de cette place. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole? Oui, je vous en prie, M. Gigot. Oui, c'est un beau projet qui nous est présenté là, hein, dans l'évolution et la réhabilitation de cette place et de cette église. Sur la partie pratique, en matière de circulation, de voirie, surtout stationnement, quel est le ratio entre les places existantes et les places après la rénovation? Nous sommes à 137 places aujourd'hui, nous serons à 50 places, avec tout un travail qui a été mené de dialogue avec, notamment avec les professions libérales, les acteurs économiques, de reconstitution d'un certain nombre de places, pas très loin, on travaille sur un petit parking de proximité de 25 places, d'ajustement au plus près de leurs besoins, puisque un travail fin a été fait à partir du nombre de rendez-vous qu'ils pouvaient avoir les uns et les autres par jour, par heure, etc. Et donc on va leur proposer par exemple tout simplement de mettre des arrêts-minutes paramétrés en fonction des logiques de rendez-vous qui sont assez similaires hein, quand on va chez le dentiste ou quand on va faire une radio. Nous travaillons aussi sur le je regardais ça parce qu'on peut l'avoir en direct. En ce moment, il y a, à la minute où je vous parle, 166 places disponibles dans le parking en bas. Il y en a à peu près tous les jours, au moment où c'est le plus haut et le plus fréquenté, 70 places. Donc on va poser un panneau digital d'information à l'entrée de la rue Jules Ferry pour juste tout simplement guider les personnes qui arrivent en voiture en centre-ville. Et puis on va travailler on va dévier, en tout cas la Bastidette va aussi passer par là, parce que pour les rendez-vous médicaux, ça peut être utile pour un certain nombre de personnes. Donc c'est vraiment un sujet qu'on n'a pas, on n'a vraiment pas balayé ça d'un revers de main, et on a été dans une logique constructive, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un outil fonctionnel. C'est une place, c'est un garage à voiture. C'est 90% occupé par la voiture, cette place. Et donc nous on avait un enjeu de rééquilibrage, et on ne l'a pas traité de manière dogmatique. Je crois qu'on a trouvé effectivement, comme l'a dit Monsieur Roger, le consensus, mais sans perdre l'ambition qu'on se donnait, parce que je crois qu'il faut qu'on soit ambitieux sur cet objet, qui est quand même un objet particulier dans toutes les villes. Hein. Oui, et je rajoute que dans les places que nous perdons, il y a aussi tout le stationnement qui est supprimé, à peu près, au droit du parvis, le long de la rue Jules Simon. Et c'est aussi un enjeu d'accessibilité et de mobilité confortable et sécurisée. Vous le savez, c'est un lycée avec des gamins qui se baladent au milieu de la route, au milieu des voitures, sur un trottoir qui n'est pas conforme. De toute manière, la conformité, puisqu'on refait la rue Jules Simon, nous impose de mettre des trottoirs de 1,30 m, 1,40 m minimum, c'est la loi, c'est le règlement en tout cas, et donc ça supprime ipso facto les stationnements, c'est vrai sur le haut de la rue Jules Simon comme c'est vrai sur le bas. On va garder un peu de stationnement, notamment, Jean-Philippe Le Gall vient de le dire, en façade du cabinet médical et d'imagerie médicale, parce que ce sont les règlements, mais c'est aussi du confort. C'est ce que Esther Schreiber essaye de nous dire à chaque fois qu'elle prend la parole, elle a bien raison de le faire, qu'il faut qu'on ait des trottoirs beaucoup plus accessibles et beaucoup plus conformes à la réglementation. Si tu veux, 1,42 m. J'ajoute également, pour rebondir sur ce qu'a dit Julie Dumont, qu'il y a eu du monde à ces réunions de concertation et que la dernière avait lieu la semaine dernière, il y avait encore du monde, et qu'il y a eu un vote entre deux projets. On vous présente que le projet porté par la majorité. En vérité, le projet souhaité par les riverains, par les Libournais, c'est un projet où il y a encore moins de places de stationnement.
celui qui a eu une faible majorité, mais une majorité. Si on avait voulu respecter stricto sensu, justement, c'est pour ça que je dis toujours, la décision revient au Conseil, mais les Libournais qui se sont exprimés, je ne sais pas quand, jeudi soir ou mercredi soir dernier, eh bien, avaient fait un autre choix. Il y avait 20 places de stationnement en moins. Voilà, donc c'est un compromis, mais en tout cas, vous l'avez salué, ça je vous rejoins, c'est un magnifique travail et un bel endroit, ça va devenir enfin un bel endroit, alors qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est un endroit plutôt moyen, plutôt moche. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Ah oui, peut-être préciser le calendrier, Jean-Philippe. Alors c'est un projet qui a un coût d'1,7 million d'euros. Et d'ores et déjà, l'État nous a notifié une subvention de 350 000 euros et on va aller en chercher, ou on l'a peut-être déjà fait auprès du département. Et donc, comme Vincent Roger l'a dit, ce qu'il a présenté, le plan, c'est celui qu'on voit sous nos yeux, c'est celui sur lequel on va travailler. Les intentions sont là. Le reste, c'est des dessins, mais ça fixe le niveau d'ambition. Et donc, il reviendra vers nous sans doute en octobre et nous reviendrons vers les Libournais avec... là, cette fois, le choix précis des matériaux, des positionnements, par exemple des bornes de recharge de véhicules électriques, du parti pris de végétalisation on va pas s'en tenir aux arbres et ça a été présenté. Et pour un objectif de début de travaux en avril de l'année prochaine. Et voilà, on aura une année de travaux sur cette place. Voilà. Et un dernier mot, je veux insister, parce que ça a été l'un des point sensible du projet. Je veux insister sur le fait que le projet urbain, il intègre bien la pérennité, voire même le développement, quand ça sera possible, de professions médicales en cœur de Bastide. Et donc, je redis ce qu'a très bien dit déjà Jean-Philippe Le Gall, mais je le réaffirme, c'est que nous aurons un travail de concertation adapté avec ces professionnels de santé qui en particulier entourent le jardin de Curé pour faire en sorte que leur activité ne soit pas menacée. Et donc on va inventer du stationnement adapté. Ça ne sera pas du stationnement à 20 minutes, parce que quand on est chez le dentiste, c'est peut-être court. Quand on fait une radio, c'est peut-être aussi court. Donc on aura avec eux à bien calibrer le temps de stationnement sur une forme d'arrêt-minute, mais qui sera au-delà des 20 minutes traditionnelles qu'on peut trouver dans le reste de la ville, parce qu'on souhaite rendre compatible à la fois ce projet et le maintien des activités médicales telles qu'elles sont aujourd'hui aux abords de cette place. Merci. On va poursuivre sur ce projet, d'ailleurs, avec une autre belle délibération. C'est la perspective de souscription publique pour les travaux de l'église Saint-Jean-Baptiste, avec la Fondation du patrimoine. Monsieur Christophe Luc Robin. Eh bien voilà, je vais vous ramener sur terre, moi, après tout ça. Enfin, bien qu'on va rester en hauteur aussi par certains aspects, parce que vous avez vu la délibération, tout ça est un projet formidable. Évidemment, il a un coût. Et cette délibération en est l'objet, considérant l'importance du coût global de ce projet, aussi bien ce qui nous a été présenté par Jean-Philippe, ce très beau projet de place, sans lequel les travaux de l'Église n'auraient pas eu de sens à un moment déterminé. Il fallait prendre le problème dans son ensemble. Et bien donc, face à l'importance des investissements et du coût des travaux, nous avons réfléchi à élargir, évidemment, en dehors des subventions et de tous les partenaires institutionnels qui existent, les possibilités de trouver de l'argent. C'est pourquoi nous vous proposons la possibilité d'une démarche de souscription publique qui passera par l'intermédiaire de la Fondation du patrimoine, dont c'est l'objet et que tout le monde connaît, qui ouvrira un appel à dons pour la reconstruction de la flèche et du clocher de l'église Saint-Jean-Baptiste auprès des particuliers comme des entreprises. Cela sera d'ailleurs lancé officiellement à l'occasion des Journées du patrimoine qui se tiendront les 17 et 18 septembre prochains. Voilà, donc cette souscription donnera lieu à la signature d'une convention entre la Fondation du patrimoine et notre collectivité, et nous participerons aussi, bien entendu, pour que cette initiative soit portée à une animation indispensable à la réussite de ce projet, avec
un objectif espéré de 100 000 € de dons. Ça reste un espoir. Dans quelques temps, on vous dira ce que cela a réellement donné. Voilà donc pourquoi nous vous proposons d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention et à organiser la communication autour de ce projet de souscription. Merci. Espoir accessible, a priori. Je t'en prie, Denis. Monsieur Gigot, pardon. Oui, dans le cadre de cette délibération, c'est une première pour la ville de Libourne, cet appel aux dons? Sous cette forme, avec la Fondation du patrimoine, je crois. On avait tenté l'orgue il y a quelques années, dans une procédure, Michel. Mais bon, mais là, on est sur un partenariat avec la Fondation du patrimoine très abouti et quelque chose de classique qui se fait sur bien des collectivités. Je pense que c'est une bonne délibération qui peut permettre à ceux qui veulent s'investir encore plus que par, je dirais, par le biais de leurs impôts locaux dans la rénovation du patrimoine libournais, aussi bien d'ailleurs pour les particuliers que pour les entreprises. Et je pense que ça permet aussi de fédérer un peu un élan culturel pour la sauvegarde du patrimoine. C'est une très bonne chose. Oui, je vous en prie. Oui, sur l'achat d'œuvres au musée, bon, mais enfin, c'était mineur. Là, on espère plusieurs centaines de contributeurs. Avec votre accord, adopté. Merci beaucoup à vous deux. Thierry Marty, demande de subvention à l'ANSES. Merci, monsieur le maire. Oui, donc depuis plusieurs années, nous portons l'ambition que chaque Libournais entre au collège en sachant nager. Concrètement, ça veut dire que sur temps périscolaire le soir, nous amenons les jeunes à la Calinésie, qu'ils bénéficient de 10 séances gratuites. La nouveauté, c'est que maintenant, on aura aussi des pendant les vacances scolaires. Donc c'est un travail qui à l'origine s'est fait notamment avec Jean-Louis Arcaraz. Donc l'ambition reste là, l'enjeu de santé publique aussi, puisque la noyade est toujours la première cause de mortalité par accident de vie courante chez les jeunes de moins de 25 ans. Et donc ce qu'on vous propose, c'est de solliciter une subvention de 10 000 € pour ce projet auprès de l'Agence nationale du sport, pour un coût global de l'opération de 13 910 €. Adopté. Merci. Gardez la parole pour un appel à proposition du programme Erasmus+. Oui, donc là maintenant, nous avions ajouté comme axe fort de notre projet éducatif de territoire l'ouverture à l'international, l'ouverture à l'Europe. Tout ça parce qu'un travail avait été réalisé avec l'Éducation nationale au travers d'un observatoire de la réussite scolaire. Une des conclusions de cet observatoire était de dire que les jeunes de notre territoire réussissaient notamment au bac aussi bien que les autres jeunes de l'académie, mais qu'ils se freinaient dans leur ambition scolaire en raison de leur peur par rapport à la mobilité. Donc tout un travail a été engagé, ça a duré à peu près une année. Les équipes, notamment du service éducation et du service jumelage, et en particulier Tiffany Partimben, ont réalisé un dossier Erasmus. Donc la ville de Libourne fait partie des 2 communes françaises qui ont obtenu l'accréditation Erasmus+ éducation cette année, c'était en janvier à peu près. C'est un projet ambitieux puisqu'il permet dans un premier temps de faire progresser les professionnels, enseignants et animateurs sur l'enseignement des langues étrangères. Dans un deuxième temps, il favorise les échanges e-twinning entre les jeunes de Libourne et d'autres jeunes en Europe. Et enfin, il permettra de proposer des séjours dès le CM2 dans quelques années. Donc là, la première étape arrive dès la Toussaint. Donc c'est 4 enseignants plus 2 animateurs qui participeront à une session de formation avec d'autres enseignants en Italie, toujours sur la langue anglaise. Ce projet
Alors, vous comprendrez l'intérêt de travailler avec Erasmus, donc est financé à 100% par Erasmus Plus Éducation. Donc, on vous demande d'autoriser Monsieur le maire à signer les documents qui permettront de concrétiser cette première étape d'ouverture, d'abord des professionnels et ensuite des gamins à l'Europe. Merci. Belle délibération, adoptée à l'unanimité. Merci beaucoup. La parole est à Denis Sirdé pour une délibération que nous aurions aimé ne pas avoir à vous présenter. On a vu ce débat il y a quelques mois. Il s'agit d'assumer la signature d'une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage dans le cadre des travaux de remplacement du pont routier dit Beau Séjour. Oui, monsieur le maire, chers collègues, là, il s'agit de deux délibérations que je vais présenter ensemble, hein. La première, effectivement, c'est la délégation de maîtrise d'ouvrage de la reconstruction de ce pont à SNCF Réseau. Vous comprendrez qu'il s'agit d'une reconstruction spécifique et qui est assez délicat de garder nous-mêmes. Et ensuite, deux autres conventions qui constituent, pour la deuxième délibération, qui se rapportent au financement de cette opération. On en a déjà beaucoup parlé, mais je vais quand même rappeler un petit peu les différentes étapes de ce dossier. C'est bien qu'on ait en tête tout l'historique de ce pont qui a été construit en 1885 pour laisser passer la voie de ferré Paris-Bordeaux sous la RN 89. En 1998, après la fin du contournement routier de Libourne par la RN 89, d'Arvers à la sortie de Libourne, justement, sur ce côté-là. Aujourd'hui, la RD 89, les avenues Clémenceau et de l'Europe ont été transférées de l'État à la ville. Et dans ce package, il y avait le pont Beau Séjour. Juste une observation, jusqu'à cette date, jusqu'à cette année 98, l'État entretenait la voirie, c'est-à-dire chaussées, trottoirs et les équipements afférents, et la SNCF avait en charge de la structure du pont. En 2008, nous avons eu des signalements d'avarie qui, a priori, n'étaient pas les premiers, incitant déjà au moins, sinon à de gros travaux, plutôt à sa reconstruction. Et en 2008, la décision a été prise par le maire de Libourne de l'époque de restreindre la circulation aux véhicules de moins de 3,5 tonnes. Nous avons tout de suite eu des échanges avec les SNCF. J'utiliserai SNCF parce que ça a été RFF, ça a été Réseau Ferré de France, c'est aujourd'hui SNCF Réseau, mais tout ça c'est la SNCF. Donc pour la meilleure compréhension, j'utiliserai que ce terme. En 2010-2014, nous avons donc toute une période de contentieux entre la ville de Libourne et la SNCF sur la propriété de ce pont et pour savoir à qui incombait sa reconstruction. Et pour la justice administrative qui gère ce type de dossier, d'abord le tribunal administratif, puis la cour d'appel administrative de Bordeaux, la ville, au même titre que l'État, auparavant, était propriétaire du pont. Sauf que peut-être ce qui ne nous avait pas été dit auparavant, puisque l'État ne nous l'a pas forcément dit, c'était plus à la SNCF forcément de l'entretenir. On a eu un petit espoir en 2014 avec la loi Didier qui, vu le nombre de ponts dans cette situation, avait mis en œuvre un certain nombre de décisions pour les communes. Malheureusement, il s'agissait principalement des communes les plus petites, puisque ce sont les communes dont le potentiel fiscal était inférieur à 10 millions d'euros et dans lesquelles la prise en charge de ce type de pont relevait de la SNCF. Au-dessus de 10 millions d'euros de potentiel fiscal, il y avait nécessité d'un partage entre la collectivité concernée, la SNCF, et l'opérateur de transport, dans notre cas la SNCF, dans le cadre d'une convention. Juste pour vous dire, le potentiel fiscal de la ville de Libourne tourne autour de 25 millions d'euros. Donc aujourd'hui, en 2022, on se trouve devant la nécessité absolue de conventionner avec la SNCF pour engager ces travaux en février 2023, car comme l'avait déjà précisé le maire,
on est confronté à deux difficultés s'il ne commence pas en février 2023. La première, c'est un recul de plusieurs années des travaux. Et la deuxième, c'est avec ce recul un risque majeur de fermeture totale du pont, compte tenu de l'évolution des désordres. C'est vrai que ce serait assez catastrophique pour notre ville de voir l'un de ces 5 accès majeurs à son centre fermé. En parallèle, nos échanges avec la SNCF, comme le précise le tableau de financement que vous avez dans la délibération, sur les 7,7 millions hors taxe d'euros de travaux, nous avons d'autres partenaires ont envisagé de nous accompagner à hauteur de 2,5 millions d'euros. 1,5 million de l'État au titre du volet mobilité du contrat de plan, 1 million d'euros du département de la Gironde et 500 000 euros de la CALID au titre des fonds de concours. Par ailleurs, nous continuons à chercher notre recherche d'autres subventions. Je pense par exemple à DSIL, sur lesquels nous avons eu un certain nombre d'engagements, pour l'instant oraux, mais d'engagements, sur les 4,6 millions d'euros qui restent à la charge de la ville sur cette opération. Mais pour pouvoir commencer les travaux en février prochain, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons la nécessité de délibérer sur ces conventions afin de permettre à la SNCF de lancer la consultation des entreprises pour être prête au moment voulu. Voici, Monsieur le maire, chers collègues, l'objet de ces 3 conventions. Donc la première, la délégation de maîtrise d'ouvrage, les 2 autres qui portent sur le financement de cette opération. Vous avez dans la délibération le plan de financement que j'ai rappelé là tout à l'heure. Et je vous l'accorde, il s'agit d'un effort important demandé à notre collectivité pour y avoir travaillé depuis plusieurs années. Et il est malheureusement devenu incontournable et prendra effectivement une part non négligeable de nos investissements sur les exercices budgétaires 2023 et 2024. Je suis prêt à répondre à tout. Merci. Questions. Alors, oui, M. Gigot. Oui, merci Monsieur le maire. Effectivement, c'est une délibération qui n'est pas très agréable à prendre. Je ne reviendrai pas sur l'origine, la gestion calamiteuse du projet par l'ancienne équipe municipale, qui au final va nous laisser une ardoise de 4,6 millions. Bravo, belle gestion. Ils ne sont plus là, donc effectivement, c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est toujours ceux qui restent qui payent les pots cassés. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, le budget qu'on avait estimé, enfin qui avait été évoqué au départ, était plus proche des 6 millions d'euros. Là, on se trouve avec 7,7 millions, ce qui est quand même une grosse évolution. Alors bien sûr que la période actuelle est absolument pas propice aux économies, bien entendu, hein, puisque tout augmente partout, on le voit dans tous les corps de métier et notamment toutes les matières premières qui servent à la construction. Donc là-dessus, bien écoutez, on est tributaire de cette évolution. Par contre, la grosse déception, en l'occurrence, elle se situe à 2 niveaux. D'abord, la SNCF. Franchement, 100 000 euros pour la SNCF, c'est rien. Et c'est même, je trouve, injurieux vis-à-vis de la ville de proposer de financer 100 000 euros sur un budget de 7,7 millions, alors même qu'il y avait un litige qui était justifié aussi à la base entre eux et nous. Et je trouve ça, franchement, assez lamentable. J'espère que notre commune s'en souviendra dans les relations avec la SNCF, parce que c'est totalement inacceptable, à mon sens. La deuxième chose, elle se situe au niveau du département, qui, même s'il rentre dans ce financement, il ne rentre qu'à hauteur de 13%, sachant que c'est le département qui va récupérer cet ouvrage à l'issue. Donc là encore, je pense que ce n'est pas au niveau de la SNCF, et c'est pas, je dirais, je ne ferai pas les mêmes remarques pour le département. Néanmoins, je pense que dans ce cadre-là, il aurait été, et ça peut toujours évoluer, quand même plus cohérent à leur niveau, de comprendre la problématique de Libourne et de pouvoir contribuer à hauteur peut-être du même pourcentage que la région au minimum, qui permettrait de
de montrer qu'on prend en compte ce problème particulier, que la ville de Libourne, bon ben voilà, ce qui s'est passé, c'est passé, mais aujourd'hui il faut avancer, et c'est vrai que laisser à la charge de la ville 5 millions, enfin 4,6 millions de financement, alors même que c'est un bien qui ne restera pas dans le patrimoine communal, en propriété en tout cas, je trouve ça pas très logique. Donc je pense qu'il ne faut pas s'arrêter là. Je suppose que vous avez certainement actionné des contacts, des relations, ce que vous avez en portefeuille, notamment auprès de l'État. Je pense qu'il faut continuer parce que, notamment auprès de la SNCF, c'est pas possible que la SNCF s'arrête à 100 000 euros, quoi. C'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Et dernier point, puisqu'on aura un autofinancement de la commune de 4,6 millions, effectivement, les conséquences seront significatives. Alors j'en avais parlé dans le cadre de la tribune du magazine de la commune. La conséquence, elle peut être à plusieurs niveaux. Elle va être sur effectivement un report éventuellement d'investissements qui était prévu, sachant que les investissements qui étaient prévus, nous, on les soutenait. C'était qualifiant pour la ville et c'était nécessaire. Donc sur quel investissement va porter ce report? Il y avait aussi la possibilité que vous n'aviez pas écartée d'augmenter la fiscalité pour pouvoir contribuer effectivement à ce supplément de besoin de financement pour réaliser cet ouvrage, sachant que je vous rejoins totalement sur la décision qui est prise ici, puisque je l'avais déjà votée précédemment. Et on ne peut pas prendre de risque sur ce pont et effectivement il faut engager la procédure dès maintenant pour d'une part ne pas être décalé dans les travaux et surtout risquer la fermeture de cette voie qui mettrait vraiment à mal la circulation dans Libourne et la partie aussi économique de la ville. Donc on a vraiment un peu enfin même beaucoup, le couteau sous la gorge, ce qui laisse peu de latitude. Merci. Merci pour cette intervention, excepté les quelques premières minutes où il faudrait refaire l'histoire de... Enfin, on n'était pas là en gestion, donc l'appréciation que vous avez portée sur des mandats précédents. En tout cas, je vous rejoins globalement, sauf sur le département. Merci, parce que le département vient hors compétence et de manière exceptionnelle. Donc, bon, il n'était pas obligé de le faire. Il vient dans un moment de contraint pour ses propres finances. Et donc, je mesure l'effort que fait le département en faisant une exception à ces règlements d'intervention en Gironde. Cette délibération, vous l'avez rappelé, on la prend de manière contrainte dans le temps. Nous devons la prendre aujourd'hui, ça ne peut pas attendre par exemple septembre, parce que sinon ça mettrait en péril les travaux programmés, Denis l'a dit, pour le début de l'année prochaine, et qu'on ne souhaite en aucun cas perdre notre rang, notre tour dans l'agenda des travaux programmés. Il y a de profondes insatisfactions dans ce dossier. Incontestablement, la lecture que fait la SNCF de la loi Didier est une lecture qui n'est pas rigoureuse par rapport au droit. Donc on va essayer, tout en acceptant ces conditions, aujourd'hui je vous propose d'accepter ces conditions. Et là, SNCF sera en droit de dire « vous avez accepté ces conditions », donc on n'y revient pas. On va quand même essayer de demander à la préfète, chose que nous avons faite il y a quelques jours, une ultime réunion de médiation, parce que la lecture du droit peut laisser penser que la SNCF pourrait être appelée à une plus grande contribution.
délibérations prises, ils seront plus tenus. C'est vrai. J'insiste parce que... Voilà. Mais il y a quelque chose d'assez inepte à nous proposer une intervention à hauteur de 100 000 euros qui est bien loin même de ce que l'on paiera à la SNCF uniquement dans le partage des études. Bon. C'est ainsi. La SNCF a son propre budget à gérer, mais néanmoins, aujourd'hui, il est vrai que nous sommes dans des relations, je parle de nous, mais ce n'est pas la ville de Libourne, hein, ce sont les collectivités locales. On l'a vu sur le projet du pôle d'échange multimodal, par exemple, où j'aimerais que la SNCF le considère comme également un projet d'intérêt ferroviaire, pas uniquement un projet d'intérêt de parking. Les collectivités sont dans des relations qui sont aujourd'hui extrêmement dégradées. Et je le regrette, parce qu'il y a un moment où la cassure va être plus franche encore entre les territoires et cette belle entreprise de service public. Oui, il y avait Agnès Sijourné, vous voulez rajouter un truc. Oui, je vous remercie, Monsieur le maire, et en particulier pour avoir rappelé que le département intervenait hors de ses compétences et dans un contexte de budget extrêmement contraint. Alors, pour vous donner une indication, le budget des infrastructures pour cette année pour la Gironde, c'est 53 millions d'euros. Voilà, il y a déjà 1 million d'euros qui vont venir à Libourne, juste pour le pont. Se rappeler aussi que le département, c'est la solidarité, mais la solidarité avec une péréquation, un principe de péréquation, c'est-à-dire qu'on essaie de répartir et on répartit équitablement sur l'ensemble du territoire. Et je pense que le département se montre relativement correct avec la ville de Libourne parce qu'il intervient sur tous les travaux, il va encore intervenir sur la place Joffre, il intervient sur le plan vélo, il vient en soutien aux associations culturelles sportives. Donc voilà. Merci. Je voudrais rajouter également, j'y reviens parce que Denis y a fait allusion, que si la SNCF ne pouvait pas contribuer plus amplement, en tout cas, il est vrai que l'État le pourrait dans le cadre de la DSIL des années à venir, et notamment des années qui concernent cet équipement 2023-2024. Il est vrai que la préfète, de manière informelle, m'a garanti cette volonté de faire. La préfète a peut-être une durée de vie locale relativement courte et je voudrais oui, professionnelle, hein, et tout en saluant d'ailleurs les relations tout à fait constructives que nous avons su nouer avec elle depuis des années, j'aimerais qu'avant son départ, il puisse être acté, au moins à son niveau, au niveau du SGAR, une volonté réaffirmée de voir l'État amplifier sa contribution. Denis Sirdé. Juste deux petites remarques par rapport à ce qu'a dit M. Gigot. La première, oui, sur les montants, moi aussi, ça ne me fait pas plaisir, hein, l'augmentation. Bon, juste, il faut savoir que les premiers montants qui avaient été donnés étaient les montants de 2015. C'est d'ailleurs précisé dans les conventions, et qu'effectivement, depuis 2015, ils ont été actualisés, et encore un peu plus récemment. L'autre point, c'était sur la responsabilité de la précédente municipalité. Oui, bien avant, de la précédente municipalité, la municipalité qui était en place en 98. Je voudrais quand même rappeler que quand cette taxe a été transférée, il a toujours été dit que l'État nous a toujours dit que c'était à la charge de la SNCF. Et encore en 2013, dans le cadre de la procédure contentieuse auprès de la Cour administrative d'appel, le ministre de l'écologie de l'époque écrivait au président de la Cour administrative d'appel la phrase suivante, la conclusion suivante. Comme cela a été démontré dans mon mémoire du 22 octobre 2013, désormais la charge des dépenses intéressant le gros œuf pèse sur RFF, la SNCF. C'était la filiale de la SNCF. Alors qu'il appartient à la commune de Libourne d'entretenir la voie portée, ça ce qui est la chaussée, quoi, hein, classée dans son domaine public routier. Sauf que la Cour administrative d'appel n'a pas donné raison à cette affirmation de l'État. Oui. Merci.
S'il y a d'autres interventions, ouais, prenez votre micro, parce que je vous rappelle qu'on enregistre néanmoins. Juste pour la fin de mon intervention, par rapport donc à cette charge qui reste à notre commune, quelle va être l'incidence en matière d'investissement? Est-ce que déjà on a initié ça en matière de fiscalité? Est-ce qu'on a des pistes ou pas? Non, on n'a pas. On aura ce débat au début de l'année prochaine sur les choix qui s'imposeront à nous avec cet invariant, cette contrainte désormais de devoir assumer ces coûts dans les 2 exercices budgétaires qui viennent. Voilà. Mais aujourd'hui, aucun arbitrage n'a été pris, soit de reporter, soit de fiscaliser, ce qui ni l'un ni l'autre n'est souhaitable. Donc on verra ce que nous ferons. Avec votre accord sur les 2 délibérations, hein, signature d'une convention de délégation et de financement. Merci beaucoup. Vous gardez la parole pour une signature de convention d'organisation et de remboursement entre la ville de Libourne et la CALI, monsieur. Oui, c'est les relations entre la ville et Libourne. La ville de Libourne, notamment, fait un certain nombre de choses pour la CALI. Je pense à la fourniture d'essence, des interventions sur la voirie, le service culturel dans le cadre d'un parcours d'éducation artistique. Donc c'est une convention de remboursement des frais engagés, soit par la ville de Libourne pour la CALI, soit pour la CALI, de la CALI pour la ville de Libourne. Mais c'est plutôt dans le sens ville-CALI que CALI-ville. On l'apprend tous les ans. Hein. Oui, et pour le coup, je vais quand même dire ma satisfaction que je souhaite partager avec vous, de voir l'État tenir ses engagements en ce qui concerne le financement des centres de vaccination, qui étaient des centres au coût partagé entre la ville et l'agglo. Et nous avons reçu l'attribution compensatoire de la tenue de ces centres, et c'est tout à fait conforme aux dépenses que nous avions engagées. Il y aura une ventilation entre la ville et la CALI, mais quand ça va bien, il faut le dire aussi, l'État a été tout à fait respectueux de la parole donnée et couvre, je crois, intégralement, totalement intégralement les frais qui étaient les nôtres dans l'assurance de cette mission sanitaire exceptionnelle, hors compétence, mais que nous avions fait de bon cœur et je crois avec dynamisme. Et aujourd'hui, il est de bonne tonalité que cet argent nous revienne. Pour information, cette somme n'avait pas été prévue dans le budget ni de la ville ni de la CALI, et donc c'est une bonne nouvelle qui, cela étant, est tout de suite dépensée par une autre bonne nouvelle qui est l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires qui a été annoncée par le gouvernement et, je le dis de suite, dont l'estimation est de plusieurs centaines de milliers d'euros en année pleine, et pour l'année 2022 aussi de plusieurs centaines, près de 300 000 euros pour 350 000 euros, même si là aussi, et pour m'être entretenu avec la nouvelle ministre en charge des collectivités locales hier, j'ai bon espoir qu'il y ait une contribution de l'État pour compenser cette hausse du point d'indice, mais elle ne s'est pas engagée sur une compensation totale cette fois-ci. Avec votre accord ? Merci. Et puis je vous propose de passer, sauf s'il y avait un débat sur la délibération concernant la résiliation deux résiliations, 50 € et 91 €. Pas de questions. Adopté. Merci beaucoup. La parole est à Monique Julien pour une adhésion au groupement de commande relatif à l'assistance juridique initié par la CALI. Monsieur Monique. Non, t'appuies une fois. Appuie une fois. Et il faut que ça vienne à toi. Non, voilà. Merci, monsieur le maire. Alors, c'est une adhésion au groupement de commande pour l'assistance juridique générale. La CALI souhaite proposer le renouvellement du groupement de commande relatif à l'assistance juridique générale pour la période 2023-2025. Les marchés issus du précédent groupement arrivant à leur terme le 31/12/2022. Pour mémoire, le précédent groupement initié en 2016 était composé de la CALI, coordonnateur, et de la ville de Libourne. Les marchés qui seront issus de ce groupement de commande seront conclus pour une durée de 3 ans.
Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver l'adhésion de la ville de Libourne au groupement de commandes initié par la CALI, ainsi que la convention constitutive de ce groupement, et d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention. Avec votre accord, adopté. Merci. Laurence Garot, une première délibération qui concerne les archives municipales, une convention avec l'Université de Bordeaux. Oui, monsieur le maire, chers collègues, l'Université de Bordeaux nous propose de signer une convention avec elle, convention qui permettra d'intégrer les publications périodiques patrimoniales de la médiathèque Condorcet et des archives municipales à son catalogue numérique. Donc, l'Université de Bordeaux a un service qui s'appelle le SUDOC, et le SUDOC a un catalogue numérique national, c'est-à-dire que grâce à cette convention, les journaux de Libourne que nous avons en notre possession, par exemple des titres comme l'Indépendant libournais, qui était un hebdomadaire de 1898 à 1926, si je prends cet exemple-là, eh bien l'Indépendant libournais pourra être consulté par les étudiants, les chercheurs sur l'ensemble du territoire. Voilà l'objet de cette convention que nous propose l'Université de Bordeaux. Oui, et effectivement, j'ai découvert à vos côtés, aux côtés de Christophe Lecrobin, un fonds ancien. Je sais pas, moi, je ne sais pas le qualifier, je ne suis pas suffisamment érudit, mais dont ceux qui le sont considèrent qu'il est tout à fait d'intérêt scientifique et qu'il est de notre responsabilité. On s'en est jamais mêlé, hein, je n'ai jamais entendu, Christophe, Luc, je te prends à témoin parce que tu es un des plus anciens autour de cette table en tant qu'élu. J'ai rarement, enfin jamais entendu d'ambition municipale pour préserver le fonds ancien, scanner la collection dont vous venez, dont vous venez de faire part, mais il y a au-delà de cela un fonds ancien qui nous reviendra de céder à ceux qui nous succéderont dans un état de maintien de leur état. Et donc, il va falloir qu'on fasse avec la DRAC un effort substantiel de plusieurs dizaines de milliers d'euros pour que ce fonds ancien, d'abord, soit plus connu, soit, exploité et maîtrisé, et en tout cas entretenu quand il faudra. Peut-être dire un mot l'un ou l'autre. En vérité, il y a deux choses là-dedans. Il y a des choses qui ont une grande valeur que je qualifierais de marchande. Quand vous avez un ouvrage qui a été annoté par Montaigne, ça a une grande valeur marchande, et puis c'est aussi une grande valeur tout court. Puis il y a des choses qui n'ont pas de valeur marchande, c'est celles en particulier que Laurence a citées, les vieilles collections de journaux comme l'Indépendant libournais, la Chronique du Libournais, qui était le plus ancien, parce qu'il a duré à peu près sur la même période que l'Illustration, de 1840 et quelques à 1940. Et ça, ce sont des exemplaires qui viennent nulle part. Or, dans ces vieux journaux, qui étaient à l'époque hebdomadaires ou bi-hebdomadaires, et racontaient toute la vie de la cité, ces exemplaires sont uniques, il n'y a pas de double aux archives nationales, etc. Donc le jour où ils disparaissent, ça effacera une grande partie de l'histoire purement locale de Libourne. Et comme le faisait remarquer Laurence, dès lors que c'est numérisé, accessible à tous, eh bien c'est aussi un formidable outil pour que des gens travaillent sur l'histoire de notre ville, parce qu'ils peuvent le faire à 800 km, etc. Et le moment venu, d'ailleurs, on associera d'autres fonds, parce qu'il y a des compléments qui ne sont pas la bibliothèque, d'autres fonds parfois privés ou associatifs qui existent, et je pense qu'on pourra faire de jolies choses. Merci. Adopté. Je vous redonne la parole, chère Laurence, pour l'approbation du projet scientifique, culturel, éducatif et social de la médiathèque, qui fêtera ses 30 ans prochainement. Qui fêtera la médiathèque de Condorcet. Notre médiathèque fêtera ses 30 ans le 17 septembre à l'occasion du week-end des Journées du patrimoine. Il vous est proposé, chers collègues, d'approuver donc ce projet scientifique, culturel, éducatif et social, qui est un travail qui a été mené par toute l'équipe de la médiathèque en partenariat avec les associations, avec nos partenaires institutionnels aussi. Et travail au bout duquel 3 grands objectifs ont été dessinés pour les années à venir jusqu'en 2026, à savoir une médiathèque plus participative, plus moderne et plus inclusive. Plus participative, ça
comprend notamment, par exemple, la création d'un comité d'usagers pour avoir plus d'échanges au niveau des acquisitions, de l'ensemble des fonds de la médiathèque. Ça comprend aussi des horaires qui vont être élargis, plus lisibles, les horaires de la médiathèque. Je ne sais pas, pour ceux qui la fréquentent, si vous les cernez, c'est assez difficile à cerner les horaires de la médiathèque actuellement. Et donc, à partir de la rentrée de septembre, la médiathèque sera ouverte tous les jours, sauf le jeudi, de 10h à 13h et de 14h à 18h. Donc plus accessible pour tout simplement les Libournais qui travaillent, et puis des horaires plus lisibles aussi. Une médiathèque plus moderne avec des travaux de rénovation qui ont été approuvés et lancés dans ce conseil municipal et qui vont concerner la médiathèque donc en 2022-2023. Et médiathèque plus inclusive aussi avec des vraies actions en direction des publics en situation de handicap notamment. Je tiens à signaler que cet été, la médiathèque continue à proposer ses actions hors les murs. On avait déjà eu une première action du côté de la résidence Perronneau où la médiathèque, l'équipe de la médiathèque s'était déplacée avec un assez vif succès dans la résidence Perronneau il y a quelques semaines. Et cet été, l'équipe de la médiathèque se déplace tout l'été au parc de l'Épinette. Vous aviez une communication sur les supports de la ville et ça concerne tous les après-midi au parc de l'Épinette. La médiathèque sera présente et la ludothèque aussi. Merci. Avec votre accord, adopté. Merci beaucoup, chère Laurence. Juliette Tortebise, mobilité active, plan vélo, demande de subvention au département de la Gironde. Attends, ouais, hop. Voilà, merci Monsieur le maire, chers collègues. Alors, cette délibération est la suivante. Est-ce que vous présentez les deux délibérations, hein, oui. Voilà, de suite. Font suite à une demande du département de modifier notre dossier de subvention, initialement déposé l'année dernière pour deux raisons. La première, c'est que le département a souhaité que nous distinguions les aménagements cyclables aux abords des collèges, donc par rapport aux autres aménagements cyclables. Et la deuxième raison, c'est que notre calendrier de réalisation s'étant affiné, il a été nécessaire de repenser les projets inclus dans ce dossier de subvention pour bien respecter le calendrier 2021 et 2024. À savoir, par exemple, nous avons exclut l'aménagement de la route de Saint-Émilion qui est prévu, mais qui sera réalisé après 2024. Donc, cette première délibération présente le budget prévisionnel des aménagements en excluant les aménagements aux abords des collèges. Le budget prévisionnel modifié est donc désormais de 1 080 591 €, en incluant les opérations suivantes, donc les box à vélo, les pistes cyclables en dehors de celles aux abords des collèges, le double sens cyclable, les stationnements et la communication mobilier urbain au sein de la ville. La subvention attendue du département concerne 18,51%, à savoir 200 000 €. Donc il est proposé au conseil municipal d'approuver ce plan de financement et d'autoriser monsieur le maire à solliciter ce soutien financier au titre du report modal. Dans la foulée, la deuxième délibération concerne donc les aménagements qui sont prévus à proximité des collèges, à savoir les opérations suivantes, la piste boulevard Quinault aux abords du collège Marguerite-Duras et la piste Pompidou qui pourrait être de type voie verte, donc plus conséquente et encore plus agréable et sécurisée pour amener les cyclistes, les collégiens au collège des Daguets. Voilà, donc ce budget prévisionnel modifié spécifique aux aménagements aux abords des collèges est de 602 548 €.
La subvention attendue de la part du département concerne 40%. Donc le montant est plus important et la subvention est aussi plus importante, à savoir 241 000 € environ. Voilà, donc il est proposé au conseil municipal d'approuver également ce plan de financement et d'autoriser monsieur le maire à solliciter ce soutien financier. Merci pour ces deux délibérations. Avec votre accord, pas d'opposition, adopté. Et enfin, Madame l'adjointe, chère Marie-Sophie Bernado, c'est finalement l'annonce d'une bonne nouvelle. Hein. C'est un avenant à une convention d'occupation temporaire du domaine public entre la ville et la SCI Le Matelot. Alors c'est une bonne nouvelle à venir. Monsieur le maire, chers collègues, à la suite d'un appel à manifestation d'intérêt en 2016, la ville de Libourne et la SCI Le Matelot ont conclu une convention d'occupation temporaire du domaine public constitutive de droit réel en date du 4 juillet 2016 portant sur une partie du domaine public. L'occupation portait sur une superficie de 312 mètres carrés pour la construction et l'exploitation d'un bâtiment de restauration pour une durée de 25 ans. La SCI Le Matelot est le propriétaire du bâtiment qui est loué à l'entreprise chargée de son exploitation et qui n'est autre que le bistrot maritime. L'exploitant souhaite agrandir l'établissement d'environ 104 mètres carrés, comprenant une extension de la cuisine, une extension de la salle de restauration, une extension de la terrasse et l'installation d'un potager aromatique. Le projet d'extension du bistrot maritime est dans la continuité de l'architecture existante et sous réserve de l'obtention des autorisations d'urbanisme nécessaires, respecte l'ambition du projet urbain Libourne 2025 et l'esprit développé par l'agence TER pour l'aménagement des quais. Cette extension implique de modifier la convention initiale par la conclusion d'un avenant qui porterait la superficie de 312 mètres carrés à un total de 429 mètres carrés. L'augmentation de la superficie du restaurant entraînera une augmentation de la redevance perçue par la ville de Libourne. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver l'avenant numéro 2 de la convention d'occupation temporaire du domaine public et d'autoriser monsieur le maire à signer l'avenant annexé. Merci. Oui, je vous en prie, monsieur Gigot. Oui, monsieur le maire. Sur le plan donc, financier, quelles sont les conséquences actuelles et futures par rapport à cette convention d'occupation? Moi, je ne fichetre rien. Là, c'est juste l'autoriser à déposer un permis de construire, mais est-ce qu'on a ça? Donc la redevance perçue par la ville sera au minimum de 1 755 € par an, en plus. Voilà. Donc c'est quand même un budget, voilà. Et c'est progressif. Hein. Elle est aujourd'hui de 7 500 € et donc elle progresserait d'au moins 1 700 €, c'est ça? Bon. Au minimum. Question que je vous remercie d'avoir posée. Avec votre accord, adopté. Il y avait, pour conclure, deux interpellations citoyennes. Je lis la première. Il s'agit de l'interpellation de Cécile Davila, qui habite boulevard de Quinault. Elle dit ceci: sensible au sujet de l'éclairage nocturne, je constate régulièrement que de nombreux commerces, magasins, enseignes publicitaires restent allumés toute la nuit, et ce, malgré la réglementation d'extinction. Ces éclairages ne servent à rien, c'est d'un gaspillage pour des rues vides la nuit. Serait-il possible d'envisager des actions permettant le respect de la réglementation d'extinction, point d'interrogation, de prévention, point d'interrogation, de sanctions administratives, point d'interrogation, financières, point d'interrogation, autres, point d'interrogation. Je vous propose, Marie-Sophie Bernado, de répondre. Alors tout d'abord, je remercie Madame Davila pour son interpellation qui fait écho au contexte actuel et qui nous invite à adopter collectivement une consommation raisonnée. Nous savons que l'éclairage est un facteur essentiel de l'attractivité d'un commerce, mais comme dans d'autres domaines, la réglementation nationale prévoit leur extinction nocturne. Celle-ci porte sur 3 volets: les enseignes lumineuses, les vitrines commerciales et l'éclairage intérieur des locaux. Concernant les enseignes, le règlement local de publicité de la ville de Libourne prévaut sur la réglementation nationale. Il impose l'extinction de toutes les enseignes de 23 h à 7 h du matin et leur extinction totale les jours de fermeture du commerce. Pour les activités exerçant entre 22 h et 8 h du matin, les enseignes peuvent être allumées 1 heure avant l'ouverture et éteintes 1 heure après.
Concernant les vitrines et l'éclairage intérieur des locaux, seule la réglementation nationale s'impose. Elle doit être éteinte 1 heure après la cessation de l'activité ou au plus tard à 1 heure du matin. Et peuvent être rallumées à partir de 7 heures du matin ou si l'activité s'exerce plus tôt, 1 heure avant l'ouverture. La ville informe déjà les activités économiques à chaque autorisation accordée pour la pose d'une enseigne ou d'une publicité. Les horaires d'extinction sont rappelés à chaque arrêté municipal, mais nous savons toutefois que les règles ne sont pas nécessairement connues de tous les commerçants, en particulier de ce qui relève de la réglementation nationale. Il s'agit bien sûr de sensibiliser avant de sanctionner. Nous engagerons donc dès la rentrée une campagne de sensibilisation et de communication afin que l'ensemble des activités commerciales de la ville aient le même niveau d'information sur ce sujet. Merci. Effectivement, on va sensibiliser avant de sanctionner. Je voudrais juste préciser que notre règlement local de publicité est plus contraignant en ce qui concerne les enseignes lumineuses que ne l'est la réglementation nationale, puisque la réglementation nationale fixe l'extinction entre 1 heure et 6 heures, 1 heure du matin et 6 heures du matin, alors que notre règlement local, lui, fixe, et c'est ça qui doit s'appliquer, dès 23 heures, d'éteindre les enseignes. Oui, je vous en prie, M. Gigot. Oui, peut-être peut-on rappeler les peines encourues en matière financière ou délictuelle. Vous avez raison. C'est 1500. Le maire, si à l'expiration d'un délai, l'exploitant n'a pas suivi les demandes, notamment formulées par le maire, je lis ce qu'on me fait dire. Le maire prononcera une amende d'un montant maximum de 1 500 €. Bon, il est assez rare qu'un maire prononce une amende. Mais oui, mais je ne suis pas juge. Donc je voudrais juste vérifier que ce soit... C'est une mise en demeure et si dans ce délai-là, c'est pas respecté, c'est 1 500 €, ça peut aller jusque maximum. Pour l'instant, ce n'est pas l'esprit qui préside à nos échanges. On va faire de la sensibilisation, mais s'il y avait des récalcitrants, on pourrait aller jusque-là. Mais enfin, ce n'est pas du tout l'esprit qui est le nôtre. Merci. Une deuxième interpellation citoyenne portée par M. Guillaume Boulet, qui habite rue de la Belote à Libourne. Dans le projet de Libourne 2030, est-ce qu'il est prévu de faire un bond qualitatif sur les aménagements cyclables? Va-t-on arrêter de partager les trottoirs avec les piétons et avoir des intersections impraticables pour les cyclistes? Peut-on envisager d'avoir une politique globale en la matière? La voiture est omniprésente, point de suspension. À l'échelle de la Cali et plus particulièrement des communes limitrophes, il serait intéressant d'avoir également la même approche afin de diminuer les flux automobiles sur petite distance. Les vélos taffeurs ne sont pas une espèce visible uniquement dans les grandes villes. Va-t-on faire des oasis, alors il poursuit, va-t-on faire des oasis de fraîcheur dans les cours d'école pour nos enfants, mais aussi en cas de canicule pour l'ensemble de la population? Enfin, et quant à l'avenue Général de Gaulle et l'avenue de Verdun, peut-on envisager d'en faire une coulée verte en plantant des arbres en son centre? Alors, bon, plusieurs réponses. D'abord, puisqu'il flèche Libourne 2030. Libourne 2030, on a débuté des travaux de concertation lors d'un séminaire de réflexion qui s'appelait les ateliers périmétropolitains. C'était la semaine dernière, vous en souvenez. Je saluais d'ailleurs ceux qui se sont chargés de cette organisation, et en particulier Jean-Philippe Le Gall, mais également les services, mon cabinet. Ça a été un beau moment d'intelligence partagée, de bon niveau. Ce n'est pas la fin du film. On a débuté le projet Libourne 2030, on va l'écrire avec les Libournais, je veux le redire, au cours des mois qui viennent pour essayer d'en dessiner les contours, non pas définitifs, mais enfin programmatiques, d'ici le début de l'année prochaine. Donc l'interpellation de M. Boulet est tout à fait fondée, et la place du vélo, les réflexions sur le partage des usages de nos voiries, et éventuellement de nos trottoirs, se posera, de même que le rafraîchissement des cours d'école. On a déjà commencé sur les cours d'école. On fera une...
Et on est cité en modèle dans une publication, me dit Jean-Philippe Le Gall, effectivement, nationale de la Banque des Territoires, qui a été distribuée au Parlement européen lors d'un colloque auquel vous participiez, c'était la semaine dernière. Donc on a commencé par l'école du Sud, on va continuer par l'école Justeg, et ainsi de suite, pour une école par an, au moins, nous verdirons. On verdit également des espaces publics. Pas tous les citer, mais la place Gadet en fait partie. Bien sûr, le Square Joffre, j'espère que c'est visible, ou ça va commencer à l'être, en fait partie. On a eu tout à l'heure un débat sur la place Saint-Jean. C'est aussi un projet de renaturation de la ville. Bon, néanmoins, on n'a pas réponse à tout. L'interpellation de M. Boulet s'inscrira dans la démarche qui est la nôtre d'une construction d'un projet de Libourne 2030 qui doit prendre en considération l'évolution des mobilités actives, et en particulier la place du vélo, et pas simplement, qui doit aussi réfléchir sur les mobilités avec les territoires qui nous entourent, la métropole, la Cali. On peut s'enorgueillir d'avoir un réseau de bus gratuit qui fonctionne et qui chaque mois bat des records. On peut s'enorgueillir d'avoir, merci la région, notamment la naissance d'un des premiers RER métropolitains sur ce territoire. Il faut aussi considérer que la ville de Libourne, c'est un territoire certes connecté, mais où on a, beaucoup d'entre nous, besoin de sa voiture. Aussi. C'est-à-dire que quand on est travailleur viticole, par exemple, eh bien, on a besoin de sa voiture. Pour aller à Pomerol, pour aller à Fronsac, on a besoin de sa voiture. Ce qui n'est pas le cas dans la métropole. Les vélos taffeurs, ça ne peut pas être partout. Quand on est prof et qu'on va au collège des Guitres, eh bien, on y va en voiture. Ou au collège de Castillon, on y va en voiture. Au collège de Guitres, on peut encore prendre le calibus. Mais pour Castillon, ce n'est pas possible. Bon, donc, comme on l'a fait d'ailleurs sur la place Saint-Jean, avec ce débat sur la place de la voiture, oui, mais il faut trouver des compromis parce que Libourne n'est pas fait que de bobos qui soit travaillent à Libourne, soit travaillent le long de la voie ferrée ou de la voie d'un tram que l'on peut prendre en gare Saint-Jean. Il y a quand même toute une partie de la ville qui a besoin de sa voiture. Et pour conclure, je rajouterai, parce que ça fait partie du débat, on est une ville-centre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ayant ça tous en tête, tous les matins, on a 12 700 voitures qui rentrent dans Libourne. Et uniquement 4 300 qui en partent de Libourne. Et il y a aussi des gens qui viennent travailler de Castillon ou de je ne sais où, et qui ont besoin de leur voiture. Voilà. Donc, le projet doit être une forme de compromis. Merci à vous. Le prochain conseil municipal aura lieu le 19 septembre. On a moyennement hâte d'y être, disons-le clairement, parce que c'est qu'on aura passé quand même l'été et les vacances. Je vous souhaite un bel été et de bonnes vacances.